Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette édition du soir et à la une de ce mercredi 29 mars. Au Sénégal, à J-1 de la comparution de Ousmane Sonko, l'opposition a tenu une nouvelle manifestation malgré l'interdiction des autorités. Manifestation dispersée par les forces de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Et puis 17 otages ont été exécutés par une milice communautaire dans le nord-est de la RDC. L'ONU s'alarme et dénonce une montée abrupte des violences dans cette partie du pays. On en parle dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur cette décision qui pourrait sauver des vies en Côte d'Ivoire, l'introduction du permis à points pour contrer la mortalité routière. C'est une initiative saluée par les automobilistes et autres usagers de la route. Voilà pour les titres. Et on ouvre cette édition avec le Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à se joindre à une marche pacifique ce mercredi après-midi à Dakar et à manifester jeudi, et ce malgré l'interdiction de la préfecture. Rappelons qu'Ousmane Sonko est sous la menace d'une peine de prison qui pourrait ruiner ses ambitions présidentielles. Le procès de l'opposant doit reprendre jeudi. Plus de détails sur la situation avec Mathieu Nicolas. Le 16 mars dernier, Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais le plus médiatique, devait faire face à son accusateur, le ministre sénégalais du Tourisme, qui l'accuse de diffamation. Mais finalement, le procès a été reporté au 30 mars. À la veille de ce nouveau rendez-vous judiciaire, la tension semble monter d'un cran. Mardi, malgré l'interdiction des autorités, la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a maintenu son appel à manifester mercredi et jeudi dans le pays. C'est dans ce contexte que la justice sénégalaise affirme avoir déjoué une tentative visant une insurrection. Un groupe de personnes aurait été arrêté. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place des conditions d'une insurrection. La seule manière de le faire est à travers le relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Selon le procureur, ce groupe se ferait appeler Commando et aurait aussi été à l'origine de l'hospitalisation de l'opposant Ousmane Sonko, qui s'était plaint d'une tentative d'assassinat le 16 mars dernier. Mais ces affirmations du procureur sont contredites par le maire de Ziguinchor, qui accuse à son tour le procureur de diversion. C'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale, depuis quelque temps, la manière dont ils fonctionnent, devenus des mercenaires de Macky Sall, certains magistrats en tout cas, devenus des mercenaires de Macky Sall, essaient de déplacer le problème. Le leader du parti PASTEF maintient ses accusations sur la tentative d'assassinat. Les seuls responsables de son empoisonnement seraient les forces de la police sénégalaise. La journée de jeudi est classée à haut risque dans le pays. Ce mercredi à Dakar, des affrontements ont de nouveau opposé partisans de l'opposition aux forces de maintien de l'ordre. Les manifestations de l'opposition contre la cherté de la vie au Kenya ont provoqué la mort d'au moins une personne. Depuis vendredi, la situation est tendue dans le pays et le leader de l'opposition, Raila Odinga, qui estime avoir gagné la dernière élection présidentielle, accuse le président William Ruto d'être à la base de la répression des manifestants. On l'écoute. Ruto's hands are all over this violence. Les mains de Ruto sont partout dans cette violence. Lorsqu'Azimio La Umoja a appelé à des manifestations, conformément à l'article 37 de notre Constitution, nous n'avions jamais envisagé qu'en désespoir de cause, l'État réagirait en engageant des hommes de main et des mercenaires pour faire régner la terreur sur des Kenyans pacifiques et innocents.
Juste à côté, les autorités du Botswana ont qualifié mardi de scandaleuses et malheureuses les accusations de l'ex-président du pays, Ian Khama, qui a taxé d'autoritarisme et de menaces pour la démocratie son successeur, Mokwetsi Masisi, l'ancien chef d'État de 70 ans qui a quitté le pouvoir en 2018 après 2 mandats en faisant de Masisi le candidat désigné pour prendre la relève, a déclaré avoir fait une énorme erreur et compte reprendre les rênes du pays lors de la présidentielle l'année prochaine. En République démocratique du Congo, la milice communautaire Codeco aurait exécuté 17 otages dimanche. Des otages qui avaient été capturés la veille dans plusieurs villages de la province d'Ituri. L'ONU a fermement condamné ces exactions. La Codeco est une milice de plusieurs milliers d'hommes qui affirme protéger la tribu rendue face à une tribu rivale. Plus de détails sur ce drame avec Soueilas Bailey. Ils étaient 17. Pris en otage la veille, ils auraient été froidement exécutés le lendemain. Dimanche, de nouvelles attaques se sont déroulées en Ituri, dans une région déjà meurtrie par les conflits qui gangrènent le pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est alarmé d'une montée soudaine de la violence en République démocratique du Congo, perpétrée à la fois par le groupe ADF, les rebelles du M23 et surtout la Codeco. Le groupe armé Codeco a lancé d'autres attaques au cours du week-end, dans le territoire de Djougou de la province d'Ituri. 17 civils auraient été tués dans 2 attaques distinctes. Le groupe armé a également ouvert le feu sur les casques bleus de l'ONU et les forces de défense congolaises qui effectuent conjointement des patrouilles pour protéger les civils autour de Djougou. Pendant l'incident, nos casques bleus et l'armée congolaise ont riposté, incitant les assaillants à fuir. La Codeco est une milice de plusieurs milliers d'hommes qui affirme protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Ema, défendue par une autre milice, les Zaïre. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a tenu à réaffirmer l'engagement de la MONUSCO à protéger du mieux possible la vie des civils en danger, comme ce fut le cas dans le sud-est du pays. Dans la région de Drodro-Héroé, au sud-est de Djougou, la mission de maintien de la paix a continué de répondre à l'insécurité persistante causée par la Codeco. Nos collègues ont facilité le transport de 28 civils, principalement des femmes, de Drodro aussi de Roué pour les personnes déplacées. La mission a également abrité temporairement des civils à sa base de Drodro après l'attaque de la Codeco près d'une église. Ils ont également évacué un homme blessé pendant l'attaque. Après 10 années relativement calmes, le conflit meurtrier en Ituri entre Ema et Lendu a repris fin 2017, provoquant la fuite de plus d'1,5 million de personnes et la mort de milliers de civils. Le précédent conflit entre milices de différentes communautés avait entraîné des milliers de morts entre 1999 et 2003. En République centrafricaine, la mise en œuvre de la politique énergétique se concrétise. Aux côtés de l'énergie hydroélectrique, la population pourra désormais profiter de l'énergie solaire. Une centrale photovoltaïque a été inaugurée mardi, une centrale qui s'appelle Sakai dans le 9e arrondissement de Bangui par le président Faustin Archange Touadéra. Le compte-rendu de la cérémonie avec notre correspondant sur place, Roland Jean-Paul Chibinda. C'est sur ce vaste chantier que sont installés les panneaux solaires qui font désormais partie intégrante de la centrale photovoltaïque de 15 MW qui a vu le jour ce 27 mars à Sakai, fruit de la coopération RCA-Chine qui entre dans le cadre d'une politique renforcée du système énergétique en République centrafricaine. La construction de cette centrale photovoltaïque s'inscrit dans la ligne du programme de renforcement institutionnel du secteur de l'énergie, l'un des programmes prioritaires de la politique énergétique centrafricaine, et fait partie des objectifs fixés lors de la COP21 à Paris. Avec la réalisation de ce projet, la capacité installée en électricité de la République centrafricaine passe de 60 à 72 MW, pendant que l'ensemble des besoins en électricité pour le pays est estimé à 250 MW. Un engagement parmi tant d'autres qui doit être poursuivi. Les réformes visant l'amélioration de l'environnement des affaires
dans le secteur vont être poursuivis et renforcés afin d'attirer davantage des capitaux privés sous forme de partenariats public-privé. Quelle est alors l'importance de cette centrale solaire pour les populations bénéficiaires? De Bangui, dans les grandes villes de nos provinces, dans le milieu rural, dans les centres de santé, dans les écoles, dans les communes, nous aurons de l'électricité. Ça, c'est la priorité absolue du chef de l'État. Comment la centrale de Sakai va-t-elle fonctionner dans la capitale centrafricaine aux côtés de la centrale hydroélectrique de la Société nationale d'énergie électrique, ENERCA? Au fait, cette centrale produit en moyenne 13,2 MW crête. Et pour l'instant, on l'injecte directement sur le réseau interconnecté de l'ENERCA. Donc, c'est juste un mélange énergétique qui est distribué au niveau de la centrale thermique à l'ENERCA et qui fait maintenant le dispatching partout dans la ville de Bangui. Il ne s'agit là que de quelques aspects de cette politique énergétique en République centrafricaine. Un certain nombre de centrales énergétiques sont en cours de réalisation. D'autres encore sont en étude au laboratoire cumulant les deux systèmes hydro et solaire pour les besoins des populations sur toute l'étendue du territoire national. Kamala Harris, la vice-présidente américaine, a appelé lors de sa visite au Ghana à plus d'investissements en Afrique. Elle a insisté sur l'importance de l'émancipation des femmes, de l'économie numérique, de la bonne gouvernance et de la démocratie, tout en rappelant que les États-Unis seraient un partenaire inébranlable pour le progrès de l'Afrique, malgré les nombreux défis de la région. On fait le point sur cette visite avec Emeric Towenia. À la Black Star Gate d'Accra, lieu symbole de l'indépendance du Ghana mardi, deux drapeaux cohabitent pour la circonstance. Le drapeau ghanéen et celui des États-Unis. Malgré la chaleur accablante, des centaines de jeunes entrepreneurs ont effectué le déplacement pour écouter la vice-présidente américaine en visite dans le pays depuis dimanche. Devant eux, la dirigeante américaine réaffirmant une nouvelle fois la détermination de l'administration Biden à se tenir aux côtés de l'Afrique pour relever les défis de développement qui s'imposent à elle. L'administration Biden-Harris et le peuple américain sont prêts à s'associer à vous pour accélérer l'innovation et l'esprit d'entreprise déjà en cours. Regardons par exemple ce qui se passe sur le continent dans les domaines de la technologie, de la science, de l'agriculture et de l'énergie propre, où l'innovation permet de résoudre des problèmes locaux et des problèmes mondiaux. Kamala Harris se dit optimiste quant à l'avenir de l'Afrique et elle appelle à plus d'investissements. Pour elle, le potentiel et les opportunités en Afrique sont énormes et ne restent qu'à être exploités pour le bénéfice du continent. L'autonomisation des femmes, l'inclusion numérique, la bonne gouvernance et la démocratie. Toutes ces questions sont au cœur de ma visite sur le continent et de mon action future. Et toutes ont le potentiel de créer encore plus d'innovation. Une innovation qui débloquera de nouveaux emplois, de nouvelles industries et une croissance exponentielle. L'Afrique, terre d'innovation et d'opportunités selon la vice-présidente des États-Unis, fait face également à plusieurs défis, notamment sur le plan économique, sécuritaire et climatique. Pour les relever, le continent ne peut que compter sur sa jeunesse, a martelé Kamala Harris. Vous, et en particulier les jeunes leaders ici présents, vous avez un rôle à jouer. Et ensemble, nous avons un rôle à jouer. Alors rêvons avec ambition et dirigeons avec conviction. Je vous remercie de votre attention. Un discours applaudi par des centaines de jeunes présents mardi à la Black Star Gate d'Accra. Après l'ère Trump, où le continent a été relégué au dernier rang dans la politique internationale des États-Unis, la nouvelle administration américaine prône désormais un partenariat inébranlable pour le progrès de l'Afrique. Au terme de 3 jours de visite au Ghana, Kamala Harris s'envole ce mercredi pour la Tanzanie, deuxième étape de sa mini-tournée africaine.
Pour contrer la mortalité sur les routes, la Côte d'Ivoire lance le permis à points. Grâce à cette nouvelle mesure, le pays espère réduire de moitié le nombre de décès causés par les accidents de la route d'ici 2025. Une décision qui va nécessiter l'amélioration des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mathieu Nicolas. C'est à Bassam que Fernandez se fait contrôler par la police. Après avoir montré les papiers de son véhicule, l'automobiliste règle les frais de son infraction. Il roulait trop vite. Ici, ce barrage policier applique à la lettre les règles du nouveau permis à points, entré en vigueur en Côte d'Ivoire début mars. Même s'il vient de commettre une infraction, Fernandez est en phase avec ce nouveau système. Oui, je pense bien, oui, c'est une bonne initiative parce que je peux dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'accidents, il y a tellement de chauffeurs, si je peux me le permettre de le dire. Donc avec ça, je pense que ça peut amener chacun de nous vraiment à se ranger concernant la conduite. À chaque fois, on attend ici, il y a eu des accidents, il y a eu tel nombre de morts. Et quand c'est comme ça, c'est écœurant. Inspiré du modèle français, chaque détenteur du permis de conduire a reçu le 1er mars un capital de 12 points qui diminue au fil des infractions. 2 points pour l'utilisation du téléphone au volant, 3 points pour un excès de vitesse au-delà de 25 km/h, 6 points pour un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8. Le tout avec une touche de technologie innovante. Par exemple, les conducteurs en faute ne sont plus systématiquement interpellés, ils reçoivent leur contravention par un SMS et peuvent payer en ligne. Un vrai changement pour la Côte d'Ivoire. On a un système donc, de transport en termes législatifs et réglementaires qui était quand même désuet. Des textes qui datent de 1960, qui n'ont pas été revus, alors qu'il y a une progression importante. Donc on a fait beaucoup de réformes et ces réformes donc, nous ont amenés à aller vers la dématérialisation partielle du contrôle technique, parce que ça c'était vraiment un des gros problèmes. Avec cette nouvelle loi, la Côte d'Ivoire espère diminuer le nombre de morts sur ses routes de 50% d'ici 2025. L'année dernière, au moins 1000 personnes sont mortes d'un accident de la route. Un défi qui passe également par le renouvellement du parc automobile et la rénovation des voies, car les accidents mortels impliquent encore régulièrement des bus ou des camions mal entretenus ou surchargés. Abidjan semble enclin à changer la donne. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale commenté par la rédaction. L'UNICEF a déclaré que l'épidémie de choléra en Afrique était une urgence pour les enfants. L'agence onusienne a appelé à un financement de toute urgence pour aider à protéger davantage d'enfants et de communautés dans le besoin et à mettre en place des systèmes plus résilients pour protéger les enfants à l'avenir. 171 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins croissants de 28 millions de personnes, dont des enfants et des familles, dans 11 pays d'Afrique de l'Est et australe impactés par l'épidémie de choléra. Selon des estimations de l'UNICEF en date du 9 mars, 1788 décès ont été enregistrés dans ces 11 pays. Les provinces tchadiennes de Ouaddaï et de Silla ont accueilli au cours du week-end des milliers de réfugiés et de demandeurs d'asile. Entre 3000 et 10 000 demandeurs d'asile fuyant les combats intercommunautaires au Darfour Ouest sont arrivés dans la province orientale et de Ouaddaï, au même moment que des centaines de réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains dans la province de Silla, au Tchad. En décembre, le Tchad avait déjà accueilli 577 réfugiés, soit plus que tout autre pays d'Afrique occidentale et centrale, en augmentation de 10% l'année dernière. Cette population se compose principalement de personnes ayant fui l'instabilité politique, les troubles sociaux et l'insécurité dans les pays voisins comme le Cameroun, la République centrafricaine, le Nigeria et le Soudan. Humza Yousaf, élu Premier ministre de l'Écosse par le Parlement d'Édimbourg, prend ses fonctions officiellement ce mercredi, devenant le plus jeune chef de gouvernement du pays à 37 ans. Musulman, petit-fils d'immigrés pakistanais arrivés en Écosse dans les années 60, Humza Yousaf connaît une ascension politique hors norme. Au moment où le combat pour l'indépendance de l'Écosse semble au point mort. Arrivé lundi à la tête du Parti national écossais, le nouveau Premier ministre a prêté serment et allégeance au roi Charles III, vêtu d'une tunique noire en présence de sa famille devant la plus haute juridiction locale. L'Organisation mondiale de la santé a modifié ses recommandations de vaccination anti-Covid. Donc les adultes de moins de 60 ans en bonne santé n'ont plus besoin de doses supplémentaires. Elle a défini également des catégories de priorité. Ainsi, les personnes âgées, les adultes atteints de comorbidités,
Toutes les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les travailleurs de santé en première ligne sont invités à se vacciner avec la dose de rappel. Et puis en France, c'était hier la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une nouvelle manifestation qui a rassemblé 2 millions de personnes selon les syndicats dans le pays, selon les autorités. À noter que même si des heurts ont éclaté en fin de cortège dans plusieurs villes, cette journée était beaucoup moins violente que la précédente. Les détails avec Souheil Asbi. Paris, Marseille, Nantes, Bordeaux. Les Français opposés au passage de la réforme des retraites se sont une fois encore mobilisés dans les rues. Au lendemain de cette 10e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, la bataille des chiffres continue, avec 740 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur et plus de 2 millions d'après la CGT. Des chiffres en légère baisse, mais une détermination toujours bien présente sur le territoire. On ne sait pas encore jusqu'où on va aller, mais on sait qu'on a un gouvernement qui est déterminé à foutre en l'air notre système de sécurité sociale, le système des retraites. Et certes, ils ont utilisé tous les outils possibles dans la Constitution, mais c'est des outils qui sont légitimes que si la population, dans son ensemble, est d'accord avec ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un refus massif de la contestation de la réforme des retraites. Donc c'est là que c'est important de continuer à agir. Alors que la mobilisation perdure, les débordements lors des manifestations sont de plus en plus redoutés de tous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé 175 blessés parmi les forces de l'ordre et 201 interpellations dans le pays. Sur les réseaux sociaux, de nouvelles scènes de violence ont fait surface, comme ce manifestant projeté au sol après une charge violente, inconscient. Toujours déterminé, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 6 avril. L'intersyndicale déterminée donne rendez-vous le 6 avril. À l'appel de l'intersyndicale, ce sont plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs, jeunes et retraités, qui se sont mis en grève et ont manifesté. Le monde du travail s'est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France de façon massive et déterminée pour le retrait de la réforme des retraites. La jeunesse a encore une fois été très présente dans les mobilisations. Après 2 mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tension dans le pays qui nous inquiète très fortement. Mardi, la Première ministre Elisabeth Borne recevait le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à Matignon. Ces entretiens s'inscrivaient dans le cadre de la consultation entamée par la chef du gouvernement afin d'établir un programme pour les semaines à venir. La Première ministre a également invité les syndicats afin d'entamer des pourparlers, un rendez-vous qui intervient après des semaines de mobilisation. Ils sont attendus début de semaine prochaine à Matignon. Et le Conseil constitutionnel rendra ses décisions le 14 avril sur la réforme des retraites. On rappelle que le texte avait été définitivement adopté le 20 mars après le rejet de 2 motions de censure déposées contre le gouvernement. Et du côté des manifestants, la colère est toujours bien présente. Pour eux, il est hors de question de se résigner à accepter cette réforme qui reste une injustice sociale. On les écoute. Que les jeunes devraient davantage essayer de se mobiliser parce que cette réforme ne les concernera pas forcément étant donné que théoriquement on toucherait notre retraite en 2070. Mais si c'est de la casse sociale qui commence aujourd'hui, elle peut continuer. Là c'est très clair qu'on n'est pas entendu. On a toujours été ouvert à la discussion, pas dans la compromission. Là aujourd'hui on est prêt à discuter avec eux, à leur refaire nos propositions, mais il faut au moins qu'ils envoient un signe. Aujourd'hui c'est balayé d'un revers de manche. Il n'y a rien. On commence, on se dit on ne sait pas où on va, tout ça. Et arrive un moment, c'est le point de bascule, où là on se dit de toute façon on va jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout. Et de son côté, l'intersyndicale a annoncé mardi que la 11e journée de mobilisation contre le projet du gouvernement de reporter l'âge légal de départ à 64 ans aurait lieu le jeudi 6 avril. D'ici là, elle devrait rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne, qui a invité les 8 organisations de l'intersyndicale lundi, mardi ou bien mercredi, sans autre précision. On écoute Laurent Berger qui a réagi ce matin à cette invitation. Vous y allez pour parler de quoi ? Des retraites.
C'est écrit sur le message que vous avez reçu. Il n'y a rien d'écrit du jour. Non, pas du tout. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit en termes de contenu. Mais vous imaginez bien qu'alors qu'on est à la 10e journée de mobilisation, qui mobilise encore beaucoup de gens, qu'on est dans un moment de contestation très fort dans le pays sur cette réforme des retraites, les représentants des organisations syndicales de ce pays ne vont pas aller discuter avec la Première ministre d'autre chose. On va aller discuter des retraites. Et on se quitte sur les images du roi Charles III qui est arrivé cet après-midi en Allemagne accompagné de son épouse Camilla. Il doit rester 3 jours en Allemagne pour ce déplacement devant célébrer la relation d'amitié entre les deux pays. C'est le premier déplacement du monarque à l'étranger avant le couronnement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Sud.